Donc bienvenue, merci d'être là pour cette deuxième nuit de la lecture, où nous recevons donc Gwenaëlle Robert, qui a reçu le prix du marque-page 2021 pour son roman Nevermind. Gwenaëlle, est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de votre parcours? Comment est-ce que vous êtes arrivée à l'écriture? Alors, d'abord, merci de m'accueillir ici et merci beaucoup pour les jurys qui ont déjà lu mon roman et qui l'ont élu prix du marque-page. Je suis arrivée hier soir, parce que je viens de Saint-Malo, en Bretagne, où je vis à l'année. Et donc, Nevermind est mon troisième roman. Après, Tu seras ma beauté, qui a été publié aux éditions Robert Laffont en 2017, je crois, et Le Dernier Bain, 2018. Voilà. Et puis, Nevermind en 2020. C'était donc le troisième de mes romans. Et alors... Et le quatrième? Et le quatrième est prévu pour le 10 mars. Ah ouais. Et puis un cinquième. Et il s'appellera comment? Il s'appelle Le Dernier des écrivains. Oula. C'est la famille Hermouse. C'est ça, c'est un petit peu ça. Moi, je suis professeure de lettres. J'aime beaucoup l'histoire depuis toujours, mais j'ai vraiment découvert l'histoire par le biais de la littérature. Et en fait, j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire quand j'ai lu Alexandre Dumas, quand j'ai lu Victor Hugo, quand j'ai lu Balzac. Et donc, finalement, j'ai un peu ce biais littéraire, c'est-à-dire une approche de l'histoire qui est pas passée par des documentaires historiques à proprement parler, mais plutôt par la littérature. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est dans l'histoire, c'est plutôt la psychologie des personnages, et donc d'employer le fait historique à proprement parler, donc la mort de Marat dans Le Dernier Bain, ici l'attentat de la rue Sainte-Caisse, vraiment comme un support pour faire vivre les personnages. Voilà, c'est ça, pénétrer les consciences, et puis surtout voir comment s'imbriquent un petit peu les drames personnels, c'est-à-dire la vie banale de chacun, la vie familiale, la vie conjugale, enfin les problèmes que tout le monde rencontre, avec tout à coup des événements historiques que l'histoire évidemment va retenir, mais qui en fait percutent à chaque fois. Enfin, c'est pareil dans nos vies, hein, à chaque fois qu'on entend un événement, enfin ce qu'on retiendra peut-être des années où on a vécu, ben, à un moment ça a rencontré nos vies particulières, des destinées individuelles avec leur lot de problèmes, de questions, d'histoires. Et c'est surtout cette collision qui m'intéresse, voilà, entre les destinées singulières, les vies de chacun et les grands événements historiques. Donc pour moi, l'événement historique est pas au premier plan. C'est vraiment un support, c'est un peu comme la toile pour le peintre, c'est-à-dire que voilà, la toile elle permet de peindre, mais évidemment elle n'est pas la peinture elle-même. Et donc je pars toujours d'un événement très précis et autour, un peu comme une tache d'huile comme ça, j'essaye de rencontrer tous les personnages qui ont pu. Alors il y a des personnages qui sont historiques qu'on connaît évidemment, Fouché, Napoléon. Et puis des personnages anonymes, plus confidentiels, donc ces personnages forment du Chevalier du Milieu. Et puis des personnages carrément fictifs, par exemple dans les 130 Jacobins qui ont été déportés par Fouché en répression de l'attentat de la rue Sainte-Caisse. J'ai choisi un nom sur la liste des 130, donc Sulpice Michel existe vraiment, mais voilà, j'avais son nom, j'avais sa profession, c'était Sulpice Michel imprimeur. Et de là, j'essaye d'imaginer ce qu'a pu être sa vie, pour essayer de coller au plus près de conscience, d'une psychologie aussi de l'époque, mais en même temps en révélant aussi ce que cette psychologie a d'universel. Ça rejoint des questions qui sont aussi des questions actuelles. Et c'est vrai que les périodes sur lesquelles j'écris, c'est des périodes vraiment sur lesquelles j'ai le plus que j'ai découvert à travers des auteurs. Enfin, vraiment mes auteurs favoris, c'est vraiment le 19e et surtout le début du 19e siècle. Et donc beaucoup d'auteurs, par exemple, ont écrit évidemment sur la Révolution, le Chouan de Balzac, les 1793 de Victor Hugo, etc. Et donc je suis vraiment rentrée dans cette période à travers par le biais de ces romans. Et ensuite, alors l'écriture en tant que telle, en revanche, c'est beaucoup plus ancien, parce que j'ai toujours dit d'abord que je serais écrivain. Ça,
dans mes listes, dans mes fiches scolaires, quand on me demandait aux professions souhaitées, j'ai toujours écrit écrivain. Déjà en primaire, je le disais à mes parents, ça inquiétait quand même un petit peu, puisqu'ils considéraient que c'était pas vraiment un métier, et qui m'ont encouragé plutôt à passer des concours dans l'enseignement. Donc ce que j'ai fait, par obéissance, tout en ayant quand même en tête que j'écrirais. Donc j'ai enseigné pendant 18 ans, et puis vraiment là, depuis 6 ans, je me consacre uniquement à l'écriture. Mais même pendant que j'enseignais, j'avais en tête des idées, et je me disais que voilà, il faudrait qu'un jour je puisse prendre le temps de les écrire, et bon voilà, et puis je me consacre vraiment à ça. Mais c'est un désir très ancien qui naît, je pense, comme chez beaucoup d'auteurs, du fait que j'ai d'abord été une lectrice, et que à une époque où on n'avait pas tellement d'autres divertissements. Moi, j'ai grandi à la campagne, on n'avait pas la télévision, il y avait évidemment pas de cinéma alentour, et vraiment les livres pour moi c'était la fenêtre vers l'ailleurs et vers aussi une autre époque. Parce que j'ai beaucoup aimé dans la littérature, je lisais beaucoup de romans qui se déroulaient à une autre époque, c'est que ça me permettait vraiment de remonter le temps comme ça, et donc à force de lire beaucoup, évidemment, toutes ces histoires finissent par faire naître, on fait naître chez moi le désir d'en écrire d'autres. Et c'est pour ça que mon premier roman, qui s'appelait Tu seras la beauté, je voulais que ce soit vraiment une sorte d'hommage d'abord à la lecture, enfin à tout ce qu'il y a autour de la lecture. D'abord, c'est le portrait d'une lectrice. Donc c'est une femme qui appréhende la réalité à travers un peu le filtre de ses lectures. Je crois que c'est vraiment une richesse qu'on a beaucoup lu. C'est que tout ce qu'on perçoit dans la vie, on peut le rapprocher d'un personnage, d'un roman. Et donc c'est comme un code tout à coup qui permet de déchiffrer un peu le réel et de déchiffrer les autres. C'est pour ça que j'ai toujours à mes élèves qui me disaient, ah, madame, ça va jamais me servir dans mon métier. Je disais, alors, ça vous servira dans la vie. Parce que plus rien n'est étrange quand on a beaucoup lu. On peut tout rapprocher d'une situation qu'on a connue dans un roman, et c'est un peu ce que fait mon héroïne, Irène Combier, dans Tu seras la beauté. Elle appréhende vraiment les situations qu'elle rencontre à travers ses lectures. Voilà, elle peut les rapprocher à chaque fois de lecture, ce qui lui donne l'impression que c'est familier, ce qui n'empêche pas néanmoins de théâtre et l'envoi, il y a beaucoup de références. Voilà, c'est ça. Qui tombent bien avec l'écrivain Mermoz sur la lecture. C'est ça. Et le plus drôle, c'est parce que c'est vraiment une Cyrano féminine, si vous avez dit Cyrano. Et la beauté, c'est la prof de gym dans la salle des profs, qui voudrait avoir une correspondance avec Mermoz, l'écrivain de Saumur, qui a laissé sa carte. Voilà. Et Lisa sait pas écrire, enfin, rien à foutre de toute façon, c'est une belle bonne femme, c'est tout, quoi. Cachée du Mermoz. Et elle demande dans la salle des profs à Irène si elle voulait bien écrire. Donc c'est la base de Cyrano. Et c'est tout le roman est bâti, on verra bien ce soir, hein, les choses que vous allez lire. Tout le roman est bâti là-dessus. C'est vraiment, moi j'ai trouvé très intéressant. Pour Napoléon Bonaparte, comment vous êtes tombé dans l'histoire? C'est ça. Alors là, ça commence comme toujours. De toute façon, l'histoire d'un roman, ça commence par des petits détails. Il faut qu'il y ait plusieurs petits détails qui, au bout d'un moment, je dirais, convergent vers une histoire. La première chose, ça a été le nom de la rue, une rue qui j'emprunte quand je descends à la plage de la maison, qui s'appelle la rue Picot-de-Clorivière. Et comme j'ai toujours un peu cette curiosité des noms de rues, je m'étais renseignée sur ce Picot-de-Clorivière. J'ai découvert que c'était un prêtre qui avait été d'ailleurs curé de l'église qui est près de chez moi, l'église de Paramé. Et surtout, ce qui est noté, c'est il est l'oncle du chevalier de Limoëlan qui a participé à l'attentat de la rue Saint-Michel. Voilà. Là, je me suis dit, quand même, l'attentat de la rue Saint-Michel, je connaissais évidemment. Et donc, ce personnage, je me suis dit, il a dû avoir une destinée très singulière. Je regarde un petit peu, je vois qu'il y a très peu de choses. Et donc, ça, c'est toujours une bonne nouvelle pour moi. Parce que moins il y a d'éléments, plus il y a de place pour l'imagination. Un personnage trop connu, évidemment Napoléon, mais même Fouché, etc. C'est tellement, on connaît ce qu'ils ont fait quasiment jour par jour, on sait ce qu'ils ont vécu. Et là, voilà, il y a
les mailles sont trop serrées. Il n'y a pas de place pour moi pour investir, une espèce de champ libre, pas d'espace vierge où je peux, moi, imaginer. Donc, ça peut pas être un travail de romancier, c'est un travail d'historien, c'est un travail de biographe, ça fait une biographie, mais ça fait pas un roman. Et là, très peu de choses. C'est-à-dire qu'on a quelques dates, tout ce qu'il a fait avant, c'était très bien, il est caché, il est toujours clandestin, il est toujours anonyme, donc ça c'est très intéressant pour un roman. On connaît l'attentat de la rue Saint-Michel, on a les minutes du procès où chacun raconte ce qui s'est passé ce soir-là, les victimes, les familles des victimes. Et puis ensuite, on sait qu'il est en Bretagne, on ne sait pas exactement quand. Et puis ensuite, on a ces lettres d'Amérique qu'il envoie des États-Unis. Bon, ça me laissait suffisamment de place pour imaginer quelque chose. Et puis, ce qui me plaisait beaucoup, c'était l'époque. Parce qu'en fait, c'est le cas aussi avec le dernier bain, mais même d'une certaine façon, quand tu seras ma beauté, j'aime beaucoup ces époques charnières. C'est-à-dire ces moments où on sent qu'on bascule d'un monde à l'autre. Et là, dans Nevermind, avec l'histoire du chevalier du Moëlan, j'avais à la fois une charnière, je dirais, historique, c'est-à-dire vraiment, ça commence en 1800, quoi, l'attentat de la rue Saint-Michel, c'est le 24 décembre 1800. Donc, on bascule du 18e siècle, encore le siècle de l'Ancien Régime, etc., au 19e siècle, qui est le siècle moderne, c'est le début des temps modernes. Voilà, c'est pas encore l'Empire, Napoléon est juste premier consul, mais voilà, on voit que la société change. En fait, on voit bien qu'on ne reviendra jamais au monde d'avant. Que la Révolution française, ça a créé une rupture et qu'on ne reviendra jamais. D'ailleurs, on voit toutes les tentatives après. De restauration de la monarchie, ça échoue, ça fonctionne plus, quoi. Donc, j'aimais beaucoup cette idée de charnière. Et en plus, là, ça rencontrait aussi une charnière géographique. Le Moëlan quitte l'Europe pour partir en Amérique. Donc, il y avait ce passage de l'ancien monde au nouveau monde. Et tout ça, évidemment, ça rejoint des thématiques qui sont, pour moi, sont des thématiques très fortes. Enfin, même dans Tu seras ma beauté, pourtant c'est un roman contemporain, c'est très différent comme thème, mais il y a ce passage, l'ancien monde, c'est le monde de l'écriture, c'est l'époque où on écrivait des lettres, c'est une certaine conception aussi de l'amour, et puis le monde moderne qui est incarné par ce personnage de Lisa, c'est le monde de la communication facile, rapide, instantanée, des réseaux, voilà. C'est pas le monde de l'écriture, du temps long. Enfin. Donc, j'aime bien toujours ces deux mondes qui se confrontent, enfin, un monde qui meurt et puis un monde qui meurt. Et par ailleurs, voilà, donc ça rejoignait une thématique que j'aimais. Et puis alors là, c'était vraiment par hasard. Peu de temps après avoir fait ces recherches, mais bon, l'idée mûrissait, mais sans pour autant que j'y adhère complètement, parce que je craignais un petit peu le fait, voilà, je craignais le caractère un peu trop biographique, je voulais pas faire une biographie, je voulais vraiment faire un roman, donc je trouvais pas très bien la forme que je voulais employer. Et puis peu de temps après, au cours d'un cocktail dans la maison d'édition, chez Robert Laffont, je discute avec une attachée de presse, qui me dit, voilà, qui me demande d'où je viens, je dis Saint-Malo, elle me dit, ah, c'est marrant, je connais pas Saint-Malo. Enfin, je connais bien, je connais un petit peu, parce que j'étais en Bretagne chez une amie, toute mon enfance, j'ai passé mes vacances j'ai une amie dont la famille possède un château, c'est les Côtes d'Armor, et puis on discute, et puis quand même, plus elle précise, plus je me rends compte que c'est le château de Limoëlan. Et je lui dis, mais c'est le château, donc elle me dit, c'est Vignal, est-ce que c'est le château du château de Limoëlan? Elle me dit, ah oui, c'est-à-dire c'était amusant, on faisait des cache-cache, là, dans les souterrains où il s'est caché, il y a encore la bibliothèque pivotante qui permet d'accéder dans sa cachette. Là, je me dis, c'est complètement fou, parce que j'ai jamais entendu parler de ce Limoëlan en 40 ans, et tout à coup, là, plusieurs éléments convergent, c'est un sujet pour moi, et puis d'abord, je lui demande si je peux me mettre en relation avec les descendantes, donc qui vivent, enfin, elles n'y vivent pas, mais enfin, elles y passent leurs vacances dans ce château. Donc, gentiment, elle me donne les coordonnées, j'appelle cette personne, donc Sabine Delaunay, et qui me propose de venir passer une journée. Et là, la journée, ça a été décisif pour moi, parce que en fait, c'est un château qui n'a quasiment pas bougé depuis l'époque de Limoëlan. C'est-à-dire qu'ils ont gardé, les pièces sont exactement organisées comme avant. Il y a le fauteuil où José Limoëlan était assis quand les gendarmes sont entrés, la cachette évidemment, le souterrain, la bibliothèque qui pivote. Et puis elle me dit, ah ben d'ailleurs, on doit avoir des archives, on monte au grenier, là c'est totalement improbable, une espèce de grenier dont la toiture est en très, très mauvais état, donc je me dis, on peut rien conserver ici. Mais dans des cartons, du courrier, elle me dit, ah bah tu vois, là c'est des lettres, et effectivement, des lettres qu'il a écrites, ses sœurs lui avaient envoyé des bas,
Et lui, il a renvoyé les bas, donc il y avait les bas, et puis il dit dans sa lettre, je suis un pauvre prêtre, je peux pas porter des bas de soie en Amérique. Et donc je lis ces lettres absolument incroyables, qui étaient quand même en bon état, malgré quand même une conservation qui était pas très rigoureuse. Je pense que n'importe quel archiviste se serait étranglé de le voir comme ça. En plus, c'est une pièce où ils étendent leur linge. Alors, c'est le pire pour le papier, l'humidité, etc. Bon, c'était resté un peu en état. Et là, quand même, quand j'ai eu ces lettres, moi, je suis très sensible aux objets, de tenir dans ses mains les lettres. Je me suis dit, bon, il faut que je raconte cette histoire. J'étais convaincue. Je suis rentrée chez moi, j'ai commencé le chapitre 1. Et j'ai commencé à taper cette histoire. Et puis alors, c'est amusant, parce que depuis que j'ai écrit ce roman, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont venues me dire qu'elles avaient un lien plus ou moins direct avec cette famille, avec cette histoire. Et voilà, et finalement, on voit que c'est des histoires qui sont un peu... D'abord, c'est une histoire qui est évidemment terrible. Elle disait, ses descendantes, ils n'en parlaient pas du tout dans la famille, quoi, parce que c'était quand même... Cet attentat a été atroce, il y a eu beaucoup de victimes, etc. Mais voilà, on sent qu'il y a toute une histoire comme ça qui s'est passée un peu à la façon de la vie de Limoëlan. Les histoires souterraines, les personnes qui changent d'identité d'une façon générale, c'est toujours très romanesque, parce que ça active beaucoup de mécanismes psychologiques. Et puis par ailleurs, il y avait cet intérêt aussi pour le règne de Napoléon, qui n'est pas encore évidemment établi, que consul, mais voilà, à ce moment-là, il a pas encore de sang sur les mains. Et quand même, parce que oui, il y a la répression dans les Saint-Roch, c'est vrai. Mais c'est vrai que et finalement, on sent qu'il va s'enfoncer dans le crime là, avec Fouché derrière, qui bon, ils savent très bien que les 130 déportés sont évidemment pour rien dans cette histoire, mais il se dit qu'il faut un acte fort, et puis ensuite il y a évidemment la mort du duc d'Enghien, qui va être vraiment considérée comme un crime, quoi, comme une faute politique. Et donc, je trouvais intéressant cette espèce de mécanisme, un peu comme dans une poulie, c'est-à-dire que on a un criminel, Limoëlan, qui a participé à cet attentat, qui lui va accéder à une forme de rédemption, qui va essayer de se racheter, et puis on sent les autres qui eux s'enfoncent dans le crime, avec à la fin évidemment la mort du duc d'Enghien, qui est absolument unique, quoi. Donc je trouvais que ce double mouvement était intéressant, et puis je trouvais que c'était... J'ai lu les minutes du procès, bien sûr, Gallica, et on voyait tous ces Parisiens qui défilaient, qui racontaient où ils étaient à ce moment-là. Il y avait ce baigneur étuviste, dont je trouvais l'histoire assez incroyable aussi. Le médecin Basile Collin. Enfin, ça faisait... c'était un carrefour, je trouve, de destinée qui se trouve là à un moment donné, donc au moment de l'explosion, et qui disent tous quelque chose de ce siècle, et même d'une façon plus générale, qui disent quelque chose voilà, de l'humanité, quoi, quand elle est prise comme ça dans des événements qui la dépassent. Donc je trouvais que c'était intéressant, enfin ça me plaisait d'écrire, de mettre en scène un peu toutes ces destinées autour du destin de Limoëlan, comme ça. Et donc c'était l'idée première de Limoëlan. Et c'est vous qui avez choisi ce titre? C'est une difficulté qui est de plus en plus grande pour tous les auteurs, c'est de trouver un titre qui n'est pas pris. Parce qu'évidemment, n'existe pas déjà. Avec, je sais pas, les milliers de romans qui paraissent chaque année, c'est autant de titres, évidemment, qu'on ne pourra pas prendre. Alors, la grande difficulté, c'est évidemment de trouver un titre qui soit, alors, il peut y avoir un titre très explicite. En même temps, il faut il faut intriguer, il faut permettre de susciter une curiosité. Mais en même temps, il ne faut pas un titre trop énigmatique non plus, qui déroule complètement. Là, c'est quand même très énigmatique. On a vraiment cherché beaucoup de titres différents, et puis en fait, c'est vraiment un travail d'équipe. Mon éditeur, la directrice éditoriale, la présidente de Robert Laffont, enfin voilà, à la fin, c'est ce qui faisait consensus à peu près, je dirais que c'était celui sur lequel tout le monde était plus ou moins d'accord. C'est celui qui a été choisi. Bon, je trouve qu'il dit quand même... bon, moi, j'aime bien les titres mystérieux. J'aime bien découvrir à la fin, avoir la clé à un moment. Je dis, ah, ben voilà, c'était ça. Voilà. Donc, c'était un petit peu cette idée-là. Mais c'est vrai que on avait d'abord, moi, j'avais vraiment en tête un vers des Justes de Camus.
que je voulais présenter, mais Camus et Gallimard qui a les droits, il faut passer à chaque fois par les services juridiques, c'est très long, c'est très compliqué. C'est très difficile de trouver un titre. Maintenant, pour le prochain, on est passé par une vingtaine de titres, et à chaque fois qu'on disait, ah, c'est ça, et on tape sur Google, et là, on voit Bing, tous les romans qui se sont appelés comme ça, même avec simplement des variations, parfois juste d'un article, de l'article, du pronom, voilà. Et on se dit, bon, ça peut être lui. Et ce sera de plus en plus difficile, parce que le fait, ce sera de plus en... Après, il y a surtout tous les titres qui sont très, les titres génériques sont très larges. Le Nouveau Monde, par exemple, Entre deux mondes, alors là, Les deux mondes, alors là, vous en avez un nombre incalculable. Dès que c'est assez large, forcément, Guerre et Paix, ça a été pris, pourtant Guerre et Paix, ça fonctionne pour beaucoup de romans. Donc il faut vraiment se tirer sur quelque chose de très particulier, de très précis, parce que si c'est trop large, il y a toutes les chances que ça ait déjà été employé. Donc voilà. Ce qui m'a permis d'entrer dans le livre, c'est la fluidité, deux choses. D'une part, la fluidité de l'écriture, avec cet enchaînement d'un chapitre à l'autre, c'est ça. La qualité vraiment de l'écriture, et personnellement, en tant que lectrice, je suis très, très sensible à ça. Et d'autre part, la structure aussi du roman, qui est vraiment solide. La trame narrative, me semble-t-il, tient la route de la première à la dernière ligne. Et pour moi, j'ai appris beaucoup de choses sur l'aspect historique, mais peut-être ce que j'ai préféré, c'est l'aspect fresque social. Les bains flottants, par exemple. Le fameux bal des victimes, dont j'ignorais absolument rien. Voilà. C'est personnellement ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce roman et que j'ai découvert. Merci Ça, ce beaucoup. sont des choses que vous avez découvertes pendant l'écriture du roman, comment vous êtes documenté, justement, toutes ces choses, effectivement, qui font quand même l'originalité aussi. J'aime beaucoup ce terme de fresque sociale parce que c'était vraiment un souhait de balayer un peu toute la société, de la prostituée, des personnes de petites conditions, jusqu'aux plus grandes sphères du pouvoir, Napoléon, Fouché, etc., en passant par la bourgeoisie, les artistes, etc. Donc c'était un peu, moi je suis une fan absolue de Balzac, donc, la comédie humaine, c'est vraiment un modèle, voilà, d'une œuvre. La comédie humaine, c'est plusieurs romans, mais qui balaye, voilà, toute la société française à un instant. Et là, c'était un peu mon idée, effectivement. C'était aussi, alors dans le dernier bain, c'est plus concentré, parce qu'il y a 3 personnages principaux, mais ils représentent chacun des 3 ordres, c'est-à-dire que je voulais le clergé, la noblesse et le tiers-état. Voilà, donc on avait la lingère qui représentait le tiers-état, la noblesse avec les émigrés, et puis le clergé avec le moine défroqué. Bon, et là, de la même façon, je voulais embrasser un petit peu toute la société de cette époque. Surtout que c'est une époque, on passe d'une société qui était hyper cloisonnée, avec évidemment ces 3 ordres qui étaient quasiment étanches, quoi, imperméables, on passait pas de l'un à l'autre. On était fils de cordonnier, on devenait cordonnier, les enfants étaient cordonniers, etc. On voit un peu ça avec la première. Et là, tout à coup, toutes les digues sautent avec la Révolution, et tout à coup, il y a une espèce de brassage, c'est-à-dire qu'on voit des personnes qui accèdent au pouvoir, qui sont issues d'autres milieux. Fouché, c'est un ancien oratorien, donc un ancien religieux qui devient, qui accède au pouvoir, qui va ensuite être anobli. Donc tout à coup, il y a une espèce de fluidité entre les classes parce que ces digues sont rompues et ça crée des destinées qui sont... Le baigneur étuviste, c'est vrai, c'est quelqu'un qui a vraiment existé, Pierre Vigier, qui est vraiment issu d'un milieu extrêmement paysan, avec des parents analphabètes, etc. Et c'est le comte pour lequel ses parents travaillaient qui lui a payé des études à Paris, et tout à coup il accède à une autre vie, etc. Donc tout est bouleversé, évidemment, c'est ça qui est intéressant entre ces dossiers. Donc la fresque sociale. Et par exemple pour le bal des victimes, alors ça m'intéressait beaucoup, cette jeunesse qui a grandi sous la Révolution, qui n'a pas donc connu évidemment la vie un peu dorée des générations précédentes, et qui, lorsqu'elle revient à Paris, puisque la loi d'amnistie de Napoléon, c'était pour permettre aux aristocrates de revenir en France,
quand elle revient à Paris, elle veut sa part, quoi. Elle veut aussi s'amuser. Donc c'est ces bals des victimes absolument macabres dont j'avais eu l'idée. J'avais vu je sais pas si vous connaissez ce très vieux feuilleton, je crois, avec Denis Darry, qui s'appelait Joséphine ou la comédie des ambitions. C'est vraiment un feuilleton des années 60, qui raconte l'histoire de Joséphine de Beauharnais. Et donc on la voyait, il y avait cette scène qui m'avait beaucoup marqué, j'ai vu ça adolescente, où elle danse, ils se saluent comme ça avec un mouvement de la tête qui représente la tête décapitée. Enfin, c'est absolument, c'est Halloween avant l'heure, ils sont en noir, impuissants, etc. Et ça m'avait vraiment marqué. Alors, en plus, ce contraste avec la fête, la musique, la danse, la séduction. Donc, j'avais cette idée en tête, et Alexandre Dubin en parle un petit peu dans un de ses romans. On en voit un de ses bals. Je ne sais plus si c'est dans Les Compagnons de Génie, je crois. Donc, voilà, j'ai fait quelques recherches, il y a quelques gravures de l'hôtel Tébusson qui a existé, où étaient les balles des victimes les plus prisées. Et donc, bien sûr, comme Joseph de Limoëlan, il n'a pas le record. L'autre jour, à Saint-Malo, on a accueilli Louis-Henri de la Rochefoucauld, dont la famille a le record de décapités de la Révolution, 14 dans la famille. Et donc, je pense qu'ils étaient évidemment bien placés pour accéder au bal des victimes, puisqu'il fallait avoir beaucoup de victimes. Donc, j'ai imaginé qu'évidemment, pour Joseph de Limoëlan, ça pouvait être un lieu où il aurait pu se rendre. Et j'aimais bien aussi le contraste entre le bal et le lendemain, l'attentat, quoi. Voilà. Donc, il y va, il y a cette ébauche d'une histoire amoureuse avec cette jeune fille. En même temps, il a en tête que le lendemain, voilà, il est déjà en train de préparer cet attentat. Et c'est aussi ces contrastes entre la fête, donc le bal, la fête c'était hier d'ailleurs, le 21 janvier, là où on fêtait la mort du roi, donc là on voit Palois qui va chercher sa tête de porc pour faire un festin. La fête, et en même temps, tout ce qui se trame derrière, l'arrestation, la déportation, l'attentat. Il y a une espèce de violence tapis dans ce 19e qui naît, qui est lié évidemment à ces bouleversements, et puis à ce que la France est divisée, quoi. C'est vraiment, il y a deux camps, et ceux qui se disent, bon, la révolution a échoué, la République c'est terminé, ceux qui veulent remettre un roi, et ceux qui se disent, non, il faut poursuivre l'œuvre de la révolution. Napoléon met tout le monde d'accord, ou plutôt personne, en disant, non, ça va être autre chose, ce sera un empire, et ce sera moi. Mais dans cette France fracturée, chacun essaye d'avancer ses pions, et l'idée, c'est évidemment politiquement, c'est d'être le premier à pouvoir imposer son régime. Donc Napoléon, des attentats, il y en a énormément. À cette époque-là, c'était tout le temps, quoi. Il était constamment, il a échappé. C'est pour ça d'ailleurs que cette légende de l'homme immortel, c'est aussi de Lab, et puis évidemment du Pont d'Arcole et de ses batailles. Mais il y avait vraiment cette espèce de violence qui est un peu tapis dans l'ombre. On essaye de retrouver la fête, le bal, etc. Mais ensemble, de façon sous-jacente, ces querelles politiques. Donc tous ces éléments, voilà, ensuite c'était de les faire tenir ensemble, la difficulté. De créer une trame narrative qui rende l'ensemble cohérent, mais c'est vrai que comme il y a beaucoup de personnages, il faut qu'on puisse passer de l'un à l'autre, comme ça, un peu emporté par le flux de l'histoire, sans être constamment retenu par les éléments, d'information. Donc ça, c'était un peu une gageure pour moi. Ce que vous dites de la langue, ça me touche beaucoup, parce qu'évidemment, d'une part, parce que je suis professeur de lettres, donc moi je suis d'abord sensible au style. C'est vraiment ça qui est la patte de la littérature. La lecture, ce qu'elle a de plus, c'est le style. Raconter des histoires, maintenant les supports existent, sont tellement différents. Voilà. Une histoire, on peut avoir 1000 canaux, la série, le cinéma, les images, ça. Donc ce qui fait la différence, c'est le style, c'est la façon dont c'est raconté. Et donc, et moi, mon plaisir, vraiment, dans l'écriture, enfin, ce que je préfère, c'est ça, c'est quand je sens que je trouve la phrase ou le mot exact, voilà, que je veux utiliser, la transition qui me permet de passer d'un à l'autre, etc. Ça, c'est vraiment le travail de l'écrivain. L'histoire elle-même, voilà, j'aurais pu prendre tous ces éléments et puis faire un scénario, et puis proposer ce scénario.
Mais je crois que dans la littérature, évidemment, il y a un plaisir aussi esthétique, stylistique, qui tient à l'écriture elle-même et qui fait la différence avec une série, un film. Raconter des histoires, aujourd'hui, il y a tellement de supports. Autrefois, évidemment, le livre, c'était le moyen, voilà, d'accéder à une histoire. Aujourd'hui, ce qui fait la différence, c'est la manière de raconter, plus que l'histoire elle-même. Même si, évidemment, il y a, dans la recherche narrative, il y a toujours le souci aussi de créer voilà, d'abord d'apprendre quelque chose, de restituer une époque, etc. Mais restituer cette époque, ça passe aussi par le style. Moi, j'ai vraiment le souci pour que mon lecteur soit immergé dans une époque, de rendre compte des cinq sens, ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on sent à cette époque, ce qu'on ressent, le froid, la chaleur, les odeurs, l'atmosphère, quoi. Et donc, c'est vrai que ça passe aussi par ce qu'on va choisir comme angle de vue. Par exemple, il y a cette scène de la mort du duc d'Enghien. Ça a été raconté 1000 fois. Ça a été raconté en plus magnifiquement par Chateaubriand. Donc ça, pour moi, c'est tellement inhibant de me dire, bon, c'est un terrain sur lequel je suis fan absolu de Chateaubriand. Je ne peux pas tellement faire autrement à Saint-Malo, où il est enterré. Mais c'est vrai que je me disais, non, l'assassinat du duc d'Enghien, c'est pas possible, c'est trop raconté. Il y a ces tableaux sublimes, où on le voit avec son petit chien devant le peloton d'exécution. Et tout ça crée pour moi, une sorte, c'est un peu inhibant, quoi, quand même. Et moi, il faut que je trouve l'angle qui va me permettre de l'aborder sans raconter quelque chose qu'on connaît déjà. Et là, c'est le jardinier. En fait, je cherche mon personnage dans le tableau. Je me dis lequel a une vision, un angle de vue singulier qu'on connaît pas. Et donc souvent, c'est des personnages de second plan qui m'intéressent, ceux qui sont qui sont presque invisibles. Personne n'a vu le jardinier, il n'est pas représenté sur les tableaux, Chateaubriand n'en parle pas, n'empêche que c'est lui qui a creusé la tombe. Là, je dis, qu'est-ce que lui perçoit de cette scène, ce moment où on vient le chercher en lui demandant qu'il faut creuser un trou, où il entend le chien, où il voit cet homme très, très digne, qui demande qui veut pas qu'on lui vende les yeux, etc., qui est vraiment une sorte de victime un peu sacrificielle. Et qu'est-ce que lui perçoit, le jardinier, que probablement, adhéré à l'idéal révolutionnaire ou pas, mais enfin voilà, qui comprend qu'il est en train de creuser la tombe pour cet homme. Et dès que j'ai mon angle de vue, dès que j'ai trouvé mon jardinier, ça y est, je me dis, je peux rentrer dans cette scène, je peux rentrer dans ce tableau. Mais je peux pas l'aborder du point de vue du gouverneur, voilà, ça c'est quelque chose qui... Donc, l'idée, c'est de rentrer toujours dans l'histoire par une petite porte qui n'a pas encore été ouverte. Et puis, c'est vrai que, c'est des psychologies que j'aborde peut-être plus facilement parce qu'elles n'ont pas encore été, parce qu'elles sont pas figées dans l'histoire, voilà. Il y a vraiment des personnages qui sont des statues, quoi. Je sais pas, Marat, Robespierre, Fouché, Napoléon, etc. Les autres, les anonymes, un peu les invisibles, ceux-là, ils sont plus accessibles parce qu'on peut se mettre aussi à leur place, parce que on peut imaginer effectivement ce qu'ils ressentent à ce moment-là, tandis que les autres, ils sont un peu déjà, je dirais, de marbre, pourquoi ils ont été déjà installés dans l'histoire. Et donc, c'est l'autre point de vue qui m'intéresse. Et dans toutes les scènes, c'est ça. Par exemple, dans Le Dernier Bain, qui raconte la mort de Marat, je ne décris pas la scène où Charlotte Corday tue Marat. Mais je me mets à la place d'un cocher qui se trouve dans la rue au moment où Sylvain Evrard ouvre la fenêtre en criant « on a tué Marat », etc. Et qui, lui, tout à coup, se dit « ah, il se passe quelque chose, quel est le danger pour moi? Est-ce que j'ai intérêt à me trouver là à ce moment-là ?» Parce qu'il y a ces mouvements de foule qui sont très, très nombreux au moment de la Révolution. Les gens vivent dans la rue et très vite, on sent que ça peut prendre des proportions inquiétantes. Mais j'ai choisi d'être dans la rue avec le cocher plutôt que dans la pièce, dans la chambre de Marat avec Charlotte Corday, parce que cette scène, on la connaît par cœur, on l'a vue 1000 fois, etc. Et qu'en plus, le personnage de Charlotte Corday, que j'aime beaucoup parce que je trouve ça un personnage très mystérieux, donc pour moi intéressant, parce qu'il y a très peu voilà, on a imaginé beaucoup de choses sur elle, mais en fait, on a très très peu d'éléments, puisque c'est la plupart de ses lettres qu'elle avait envoyées à son père ont été brûlées par son père, qui craignait d'avoir des ennuis.
Mais ce personnage de Charlotte Corday, qui est mystérieux, c'était pas mon personnage principal non plus. Mes personnages principaux, c'est des personnages fictifs qui auraient pu exister, qui voilà, mais ici, on n'a pas de traces. Mais c'est ceux-là qui m'intéressent, évidemment, parce que les autres, ils ont déjà eu... Et puis les autres, il y a une question aussi de... un historien peut raconter Fouché dans sa vie publique. Voilà. Là où le romancier quitte l'historien, c'est quand on rentre dans la chambre des enfants de Fouché et qu'on le voit en train de jouer avec ses enfants à 4 pattes. Ça, c'est le privilège du romancier, c'est de passer derrière la porte de la chambre, du lieu privé, intime des personnages. Et là, par exemple, Fouché, qui était marié, qui était très amoureux de sa femme, qui avait ses enfants, on dit que c'était un père absolument très très investi enfin très, et même dans une affection débordante pour ses enfants. Alors que c'est un type absolument froid et cruel et atroce dans ses débuts. Mais ça me plaisait de le suivre aussi là pour aborder le personnage de façon non pas manichéenne, mais dans son ensemble. Il y a des monstres qui peuvent se montrer dans la vie privée absolument charmants, etc. Et donc, c'était de le suivre de l'autre côté de la porte de son bureau, quoi. Ça, c'est le travail du romancier, et c'est le privilège du romancier, évidemment, c'est de pouvoir imaginer ce qui se passe de l'autre côté de la scène publique, quoi. Et ça, c'est ce que moi je trouve vraiment, c'est ce qui m'a marqué dans ce roman, c'est que malgré le nombre de personnages, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, il y a effectivement toujours ces liens d'un chapitre à l'autre qui fait qu'on n'est jamais perdu. Et puis c'est ce côté où on a vraiment l'impression de rentrer dans l'intimité de chaque personnage, même si c'est pour un temps court, parce qu'ils ne sont pas forcément présents tout au long du roman, mais quand même, voilà, on a effectivement ce côté psychologique et intime qui les rend tous finalement dire attachants d'une certaine manière, y compris effectivement, moi j'ai été marquée par cette scène de Fouché parce que c'est tellement à l'opposé de l'image qu'on en a quand on le voit jouer avec ses enfants. C'est vrai que ça c'est quelque chose que vous avez vraiment très très bien réussi dans ce roman, et qui fait que c'est un roman historique certes, mais c'est d'abord un roman, voilà, c'est vraiment ça qui m'a beaucoup plu, moi. Ce souci du détail, on est dans le fait et dans le vocabulaire. Et puis personnellement, ce que j'ai beaucoup apprécié, de ne pas retrouver tous ces tics du vocabulaire contemporain, du coup, derrière. C'est très reposant. Vos romans me rappellent ceux de Villard. Vous le connaissez? Non. Jacques Dessus. Ah oui, 14 juillet, que j'ai adoré. Absolument. Oui, j'ai grand beaucoup aimé. comme Des anonymes. Ouais, il prend les prénoms. et tous ces bouquins. C'est vrai. Alors, je les ai pas tous lus, mais par exemple, dans 14 juillet, moi j'ai beaucoup aimé 14 juillet, j'ai trouvé que c'était très réussi. C'est la foule, c'est le collectif. Ce que j'essaye de faire, c'est des signes vraiment singulières, c'est-à-dire à l'intérieur de prendre chaque personne. Oui, chaque personne. Voilà. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé 14 juillet. J'ai trouvé ça très bien organisé, très bien. Et lui aussi fait très attention à son style. Oui, de toute façon, je trouve que moi j'avais aussi beaucoup aimé Tristesse de la Terre. On sent qu'il y a évidemment une recherche esthétique et stylistique très importante. Mais 14 juillet, c'est vrai que c'est la même chose. L'histoire de la prise de la Bastille, c'est ultra connu, archi connu. Et là, ce qu'il choisit, c'est les prénoms de chacun des personnages et il se met à la place de... Vous l'avez rencontré, Villard? Non, je l'ai jamais rencontré, mais on a dit très très loin, c'était à Rennes. En effet. Mais non, Je l'aime pas avec les salons. mais non. Ah non, c'est vraiment que j'ai jamais vu. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre prochain roman? Parce que je crois que ça va être une surprise. Est-ce que vous écrivez jusqu'à présent? C'est ça. Alors, donc, il y a deux choses. Il y a mon prochain roman, qui sera aussi un roman sur fond d'événements historiques. Donc, ça, c'est celui qui sort en septembre pour la rentrée littéraire. Dont le titre est encore en recherche, mais enfin, peut-être, a priori, trouvé depuis 3-4 jours. Où mon éditeur m'a dit au téléphone, mais bien sûr, mais c'est ça, c'est celui-là.
Alors il faut avoir le temps. Parce qu'en fait, quelquefois, quand on a vraiment mis dans un roman, beaucoup de choses qui nous semblent des bons titres, c'est là. Mais la vérité, c'est qu'il faudrait toujours prendre un peu de recul parce que, évidemment, le titre, on est vierge quand on le découvre. Enfin, un lecteur, c'est ce qu'il voit sur la couverture. Et c'est très difficile de le trouver quand on est, à l'inverse, complètement plongé dans l'histoire et que du coup, certaines choses nous semblent évidentes alors qu'elles ne le seront pas du tout pour un lecteur. Enfin, voilà. Donc, il faut avoir ce recul. Donc, je réfléchis. Donc ça, c'est un roman qui sortira à la rentrée prochaine et qui, effectivement, a pour toile de fond un événement historique. Ça se passe en 1864, pendant une semaine du mois de juin 1864. Et ça se passe à Cherbourg. Voilà. Entre autres. Enfin, c'est Cherbourg et Mexico. Voilà, donc ça, c'est un texte qui met en scène aussi des personnages fictifs, effectivement, mais avec un événement historique réel, et qui me permettait d'aborder des scènes aussi que j'aime beaucoup, des thèmes que j'aime beaucoup, qui sont les thèmes de ce second empire, qui est vraiment un empire aussi très festif, enfin ce qu'on appelle la fête impériale, et puis avec toutes ces nouveautés que sont les bains de mer, les casinos. Voilà, à Cherbourg, c'est l'inauguration d'un espèce de casino dans un style très second empire, un peu oriental, etc. Donc la fête, le jeu, et en même temps derrière des espèces de tragédies personnelles qui tout à coup émergent dans cette atmosphère. Donc ça, c'est pour la rentrée prochaine. Et puis là, le 10 mars, c'est autre chose parce que c'est un roman qui est publié aux Presses de la Cité, qui s'appelle donc Le Dernier des écrivains. Et là, c'est un roman contemporain qui a une trame plutôt policière, puisque c'est un écrivain très célèbre qui doit recevoir le prix Nobel, mais qui a disparu. Enfin, qui part à Stockholm, qui monte dans l'avion, qui décolle de Rennes, tout ça se passe à Saint-Malo, qui décolle de Rennes pour rejoindre Stockholm pour la remise du prix Nobel, et qui en fait n'arrive jamais. On ne le retrouve jamais. Et donc c'est un peu une sorte d'enquête, mais qui me permettait aussi de parler beaucoup d'écriture, de littérature, qui me permettait de parler de la ville de Saint-Malo, puisque ça se déroule dans... Cet écrivain vit à Saint-Malo, dans un ancien hôtel d'armateur, un hôtel corsaire. Et la personne qui doit garder son chien et qui va mener cette enquête, puisqu'il ne revient pas, donc découvre absolument... ce qui me plaît dans Saint-Malo, c'est que c'est une ville qui est une histoire. Voilà. C'est la rencontre de la géographie, d'une géographie et du temps, parce qu'à Saint-Malo, tout est... même si 80% de la ville a été détruite pendant la guerre, elle a été refaite à l'identique, enfin à peu près. Il y a toute une mythologie des corsaires, des pirates, des voyages, tous ces personnages que sont Hugues Trouin ou Jacques Cartier. Donc je voulais raconter un petit peu toute cette atmosphère particulière de la ville. Par ailleurs, c'est une ville qui est fermée de remparts, muraille, ça favorise un peu le secret. Et par ailleurs, c'est un port, donc avec des bateaux qui vont et qui viennent, et qui, eux aussi, drainent d'autres histoires. Ce qui s'est passé, selon la formule des marins, ce qui s'est passé à bord reste à bord. Donc quand on arrive au port, il faut essayer de deviner ce qui a pu se passer à bord et qui a souvent modifié les personnes quand elles arrivent. C'est toujours très intéressant. Et puis, ça me permettait d'évoquer un petit peu aussi le milieu éditorial, pourquoi est-ce qu'on appelait le dernier des écrivains, la question de l'écriture, l'inspiration. Évidemment, Saint-Malo, c'est aussi une ville hyper littéraire, puisque on a le Chateaubriand qui est né et qui est enterré, donc c'est un lieu de pèlerinage. Personne n'a lu Chateaubriand, dans d'autres temps, mais en tout cas, c'est une espèce de figure, très, très emblématique. Et donc, ça me permettait d'évoquer tous ces thèmes-là qui me sont chers, et comment l'édition, l'écriture bascule aussi dans un monde différent. C'est un domaine aussi qui change, entre autres avec la concurrence des séries, des images, de ce monde un peu de l'immédiateté, de l'instantanéité, qui évidemment est difficilement compatible avec la lecture, qui est une activité solitaire, dans un monde de favorisme collectif.
une activité silencieuse dans un monde de bruit, et qu'il y a une activité longue dans un monde où tout est immédiat. Donc, il y a aussi cette impression, enfin, on le sent très bien dans les maisons d'édition, voilà, pour attirer des lecteurs, pour continuer à plaire, il faut aussi, on voit comment les romans adoptent un peu aussi les codes maintenant, les séries, dans les dialogues, donc garder vraiment, je dirais, la substance de la littérature dans ce monde des images, c'est aussi une gageur. Et donc, je voulais raconter tout ça à travers un roman qui en fait est une enquête, parce que c'est une collection qui s'appelle Terre sombre. Et donc, c'est une collection qui commencera le 10 mars avec la publication de l'année des écrivains. Et dans cette collection, la directrice de la collection, qui s'appelle Laure Buisson, voulait vraiment que ce soit la rencontre d'une plume et d'un lieu. C'est-à-dire, elle a demandé à plusieurs auteurs de raconter une enquête dans un lieu particulier. Donc voilà, en tout cas, elle m'avait demandé d'écrire sur Saint-Malo, donc ce que j'ai fait volontiers d'écrire sur Saint-Malo, d'écrire une enquête, ça m'était plus difficile, c'est pas du tout un genre qui m'est familier, d'abord c'est un genre que je lis très peu, et puis par ailleurs, les souvenirs de policiers, c'était le Maigret, je regardais avec mon père quand j'étais au collège, et il m'a dit, mais c'est très bien fait comme ça, fais un roman d'atmosphère, un roman psychologique, en plus à Saint-Malo, ça s'y prête bien, c'est vraiment une atmosphère plus particulière. Donc je l'ai fait, et c'était quelque chose de très différent pour moi, parce que ça ne correspondait pas à ce que j'avais fait jusque-là. Mais voilà, ça reste un travail aussi d'écriture, de garder... au début, je me suis dit, un polar, on sait s'écrire, ça doit être un style bien particulier. Et finalement, non, je crois qu'on écrit toujours tel qu'on est. Donc, mon éditeur m'a dit, on vous reconnaît complètement, c'est vraiment votre écriture, vos thématiques, dire mes marottes un peu, la lecture, l'histoire, l'influence de l'histoire sur nos destinées, puisque là c'est un roman contemporain, mais on voit bien comment les pierres de Saint-Malo qui gardent un peu le souvenir des anciennes, des courses de corsaires, etc., comment tout ça influence évidemment le mystère autour de cet écrivain, qui est le fils d'un Terre-Neuve, donc ces hommes qui avaient pêché la morue pendant 8 mois, qui est rentré ensuite à Saint-Malo, du dernier Terre-Neuve. Donc voilà, ça m'a permis d'explorer tous ces thèmes-là, je l'ai fait avec bonheur, mais c'est vrai dans un genre qui n'était pas le mien. En fait, Les Presses de la Cité, c'est vraiment une maison d'édition qui est connue pour être la maison de Simenon, des Migresses, qui publie tous les Simenons. Et c'est connu pour être une maison de polar et une maison de littérature régionale. Puisque Presses de la Cité, ils ont beaucoup de collections qui sont attachées. Énormément, voilà, ça s'appelle le terroir, voilà, c'est ça. Et donc, l'idée de Laure Buisson, qui a directrice de cette collection, ça a été de dire, on va réunir ces deux, je dirais, caractéristiques, ces deux identités de la maison des Presses de la Cité, en créant voilà, une enquête qui sera ancrée dans un lieu. C'est-à-dire une histoire qui ne pourrait pas avoir lieu ailleurs. Par exemple, le deuxième roman de cette collection, qui sort donc un peu après, je crois, le mois suivant, en avril, c'est un roman qui se déroule à Toulouse. C'est Christian Moutier qui l'a écrit, et ça ne pourrait pas se dérouler ailleurs qu'à Toulouse. Donc l'idée, c'est pas tellement géographie, mais plutôt l'atmosphère, quoi. C'est un lieu, c'est des mentalités, voilà. Donc, Et là, vous me disiez qu'elle avait fait appel à des écrivains qui n'étaient pas voilà. des auteurs de romans. Alors c'est ça. Et c'était l'autre gageur, c'est vrai, parce que moi, mon premier réflexe a été de lui dire, ah non, je me sens pas du tout apte à écrire une enquête, parce que j'ai jamais fait ça, et puis je suis pas lectrice, etc. Elle m'a dit, ah non, mais justement, si j'avais voulu faire appel à des auteurs de polar, j'aurais pu le faire. Je le fais pas parce que ce qui m'intéresse, c'est comment une plume, donc un auteur qui a un style, un univers particulier, s'approprie en fait une enquête policière. Et donc elle a demandé systématiquement à des auteurs qui sont des auteurs de littérature générale, donc Christian Moutier fait le prochain, François-Olivier Gisbert, Jean-Michel Delaconté, je crois Léopold Cassis. Enfin voilà, à chaque fois l'idée c'était de demander à un auteur de littérature générale d'aller sur un terrain qui n'était pas un terrain qui était familier, qui n'était pas forcément son terrain, et donc de s'approprier l'idée de l'enquête policière. Et ça me plaisait beaucoup, parce que j'étais un peu
découragée de voir que aujourd'hui le polar c'est devenu quelque chose de vraiment très très perfectionné. Moi je connais pas du tout les polars scandinaves, etc. Enfin je veux dire ça a développé ça a acquis maintenant une certaine C'est un succès. ouais voilà et en fait ça m'a désinhibée qu'ils me disent non mais justement c'est pas du tout ce que je recherche, je veux justement que ce soit un auteur qu'on reconnaisse une plume, un style et que l'enquête soit simplement un support quoi. Donc voilà, évidemment il y a une disparition, évidemment il y a des surprises, voilà des choses inattendues, des mystères, puisque finalement la question c'est qu'est-ce qui reste d'un écrivain quand il disparaît, qu'est-ce qui reste de lui? Est-ce que son œuvre permet, évidemment, toute cette question, savoir est-ce que son œuvre permet de le connaître, quelle est la part de l'auteur dans une œuvre, etc. Et puis il y a aussi la question de l'écrivain, de l'homme public, ce qu'il a raconté de lui dans les interviews, ce qu'il a donné à voir, et ce qu'il était vraiment, puisque là, comme il a disparu, elle est obligée de fouiller un petit peu son histoire. Bon, elle découvre quand même, c'est son attaché de presse, qui est dans son... Donc elle est évidemment bien placée pour savoir que ce qu'on donne à voir. Un peu cette idée aussi qu'aujourd'hui un auteur, il faut aussi que ce soit un personnage. Ça m'a beaucoup frappé moi quand j'ai commencé à écrire et que j'ai été publiée, de devoir m'exposer. C'est-à-dire qu'autrefois évidemment les auteurs écrivaient, on ne demandait pas de se présenter, enfin d'être sur la scène. Quand on a commencé à me dire bon il va falloir faire une séance photo, une interview, etc. Alors là, c'est carrément un autre travail. Parce que précisément, si on écrit, c'est parce qu'on est plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral. Diano expliquait ça très bien dans son discours, il a reçu le prix Nobel, son discours de Stockholm. Il disait que voilà, lui, s'il avait écrit, c'est parce qu'il ne prenait pas la parole, quoi. Et donc la difficulté ensuite de prendre la parole, c'est précisément d'aller sur un terrain qui n'est pas le nôtre. Et donc, voilà, il y a cette question-là un petit peu. Aujourd'hui, tous les auteurs, on leur demande d'être aussi sur les réseaux. Un peu trop, c'est le cas actuel de la déformation du roman. C'est ça. Puisque c'est l'auteur qui a mis en scène, et c'est la médiatisation qui compte. Exactement. Oui, je crois que c'est très important la lecture à voix haute. Souvent, je me dis que il y a quelque chose d'absolument incroyable dans mes classes. C'est que j'ai des élèves qui étaient des adolescents, j'étais en lycée toujours. Qui avait 16-17 ans. Alors les cours de français, donc je peux pas dire que c'était toujours ce qu'ils préféraient. Enfin, je sais pas, en tout cas c'était pas bon, puis tout simplement parce que le français n'est pas forcément valorisé. Enfin moi quand j'enseignais, j'étais dans des filières scientifiques, etc. Donc on considérait que c'était quand même un petit peu la nette. Mais il y a quand même quelque chose qui est que quand on lit une histoire, il y avait plus la mort. Et il voulait la suite. Et ça c'est magique, ça fonctionne vraiment. De toute façon, c'est ce que raconte La Fontaine dans Le pouvoir des fables, quoi. C'est que mieux que n'importe quel discours, une histoire, ça capte, quoi, l'attention et l'imaginaire. Et on voit bien que effectivement, il y a quelque chose qui est quasiment hypnotique, quoi, dans la lecture d'une histoire. Moi, je voyais vraiment ça avec mes élèves qui lisaient pas du tout. Hein. J'ai vraiment connu, quand j'ai commencé à enseigner, donc en 2000, que je donnais un livre à lire en classe, j'avais, la majorité des élèves l'avaient lu, et j'avais 4-5 élèves, récalcitrants qui n'avaient pas. C'était très clair, quand on passait le bac de français, je me rendais évidemment tout de suite compte à l'oral. À la fin de ma carrière, donc j'ai arrêté en 2016, j'avais 4-5 élèves qui avaient lu le roman, et la majorité des élèves qui l'avaient. Et ça, c'était pas propre à mon établissement. Voilà. Tous mes collègues me disaient la même chose. Je faisais passer le bac de français à des élèves qui venaient de plusieurs collèges, une dizaine de collèges d'Ille-et-Vilaine, collèges privés, publics, centre-ville, campagne, etc. C'était la même chose. Et c'est vrai que je me dis quelquefois que la lecture en tant que telle, donc ce qu'on disait tout à l'heure, ce que ça exige du lecteur de silence, de temps, de se mettre à l'écart, de pas être avec les autres, etc. C'est tellement à l'opposé de toute leur vie, de réseau, d'immédiateté, de collectif, de bruit permanent, etc. On voit bien qu'on a perdu, en 10 ans, on a perdu beaucoup de lecteurs. Alors c'est vrai que la lecture à voix haute, ça c'est ce pouvoir-là, et puis je crois que tout simplement,
On parlait tout à l'heure du style. C'est aussi ce qui permet d'apprécier le style. Moi, je lis beaucoup mes phrases à voix haute avant de les écrire, c'est-à-dire que je cherche un rythme. Je vois très bien quand il manque une syllabe ou deux. Je vois très bien quand tel terme sera meilleur que l'autre. Quand je corrigeais avec donc Laure Buisson pour mon policier, quelquefois il me disait ben là je me demande si tu devrais pas plutôt remplacer par tel mot. Et je disais non, parce que c'est les sonorités là, il me faut une allitération. J'aime cette allitération en V ou je sais pas quoi. Je vous donne un exemple très facile. Dans mon roman, peut-être si vous lisez après vous retrouverez ça. Le personnage s'installe toujours dans cet appartement. Il y a un vieux mobilier et puis entre autres il y a un fauteuil vert bouteille, un fauteuil de velours vert bouteille. Et oui, c'est ça. Et puis je sais plus pourquoi. En fait, je me suis trompée. Après, je dis qu'il est couleur lit de vin. Et elle me dit on modifie, on est vert partout. Et je lis à voix haute et je dis non, il faut garder un fauteuil de velours lit de vin. Voilà. Velours lit de vin, c'est beau. Vert bouteille, je trouvais bouteille après casser tout, l'harmonie de la phrase. Et donc c'est comme ça quand on choisit une couleur plutôt qu'une autre, c'est souvent voilà le son, la sonorité. Et donc c'est pour dire que ça, on s'en rend mieux compte sans doute à l'oral qu'à l'écrit.